Une minute, je souhaite la bienvenue à l'ensemble de nos participants. Je suis Olivier Brunet, je suis animateur conférencier de l'équipe de bénévoles Team Europe et je souhaite la bienvenue à nos intervenants, Sofia Fernandez qui va se présenter dans quelques instants, Pierre Laroutourou qui va nous rejoindre incessamment. Ce webinaire a été initié… Bonsoir Pierre Laroutourou. Bonsoir. Ce webinaire a été initié par les 5 centres d'information Europe Direct des Pays de la Loire, Mayenne, la Sarthe, le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique, la Vendée. Nous sommes sur un format que nous avons déjà pratiqué au mois de mai et au mois de juin. Et donc, pour l'information de nos intervenants, nous avons eu l'occasion déjà de dialoguer, notamment avec des parlementaires européens et pas seulement, sur les réponses de l'Europe à la crise sanitaire, sur les réponses sur le volet économique et social, sur l'Europe verte, une Europe verte un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout. Donc ça, nous l'avons fait en mai et juin. Dans ce cadre-ci, c'est à nouveau une initiative des 5 départements des Pays de la Loire, donc vraiment un travail collectif, mais engagé plus spécifiquement à Nantes. Et je vais laisser la parole à Céline Arquette, la directrice d'Europe à Nantes, pour nous expliquer à la fois qu'est-ce que c'est qu'Europe à Nantes en quelques lignes et nous expliquer également le contexte dans lequel s'inscrit cet événement spécifique. Je te laisse la parole. En une seule phrase, Europe à Nantes est un lieu dédié aux questions européennes. C'est 1000 mètres carrés en plein cœur de la métropole pour faire le lien avec les habitants, les jeunes et toutes les sphères académiques, culturelles, médiatiques, économiques sur toutes les questions qui sont posées par les problématiques européennes. Comme le disait Olivier, ce webinaire s'inscrit dans une problématique un peu particulière, c'est-à-dire qu'à Nantes, on a un lieu qui s'appelle Cosmopolis, qui est un lieu centré sur la culture et le débat, et ils ont choisi de consacrer un mois entier au décryptage de la question des inégalités, avec des formats différents, des expositions, des actions pédagogiques, des documentaires. Et nous, en tant qu'Europe à Nantes, en coopération avec mes collègues des 5 CIED des Pays de la Loire, comme le rappelait Olivier, on a décidé d'apporter notre petite pierre à cet événement avec un éclairage européen sur cette question des inégalités. Inégalités que le Covid a renforcées sur le plan social, économique, éducatif, territorial. Et donc, d'ores et déjà, un grand merci à nos invités pour leurs apports et leur expertise sur ce sujet. Pour ma part, dans ce webinaire, j'essaierai de me faire le relais des questions qui sont posées par nos auditeurs en espérant surtout ne pas dénaturer leurs propos. Bon, et effectivement, derrière Céline se cachent nos participants, donc bienvenue aux participants. Les participants, comme les fois précédentes, on ne leur offre pas une parole en direct, mais par contre, ils peuvent s'exprimer sur le chat et nous essaierons de nous en faire le relais. Mais nous avons privilégié aussi ceux qui ont fait l'effort de poser des questions par écrit précédemment, de façon à les intégrer dans le débat. Voilà, alors je vais présenter brièvement d'abord notre première invitée qui est Sofia Fernandez et puis je vais la laisser compléter la carte de visite parce que ma carte de visite n'est peut-être pas suffisamment complète. Des études universitaires d'économie à Lisbonne, quelques années de travail au Portugal et puis vous travaillez, je pense, depuis une dizaine d'années à l'Institut Jacques Delors à Paris avec un mélange de travaux de recherche et d'enseignement. Vous êtes également la directrice de l'Académie Notre Europe. Et je vous souhaite la bienvenue et peut-être pouvez-vous aussi compléter cette carte de visite et nous dire aussi qu'est-ce que c'est que cette Académie Notre Europe. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci avant tout Olivier et Céline pour cette invitation. C'est un plaisir d'être avec vous, du moins virtuellement ce soir pour ce débat sur les inégalités en Europe et sur l'action européenne. Je pense que vous m'avez très bien présenté. Donc effectivement, je travaille depuis 10 ans à l'Institut Jacques Delors. Je travaille sur les questions économiques et sociales. Et effectivement, je dirige l'Académie Notre Europe, qui est l'organisme de formation de l'Institut Jacques Delors. L'Académie Notre Europe propose différents parcours de formation, notamment un parcours de formation gratuit à la citoyenneté européenne pour les jeunes de 18 à 30 ans. Donc, on rassemble chaque année entre 50 et 70 jeunes qui s'intéressent à l'Europe et qui se réunissent une fois par mois pour découvrir l'Europe comme elle se fait. Et voilà, en quelques mots, ce qu'est l'Académie. Bon, vive l'Institut Jacques Delors et remerciements en tout cas pour trouver un peu de disponibilité. En plus, vous avez une nationalité portugaise qui ne gâte rien puisqu'après la présidence allemande du Conseil,
l'Union européenne, nous allons passer au Portugal, on peut espérer aussi un intérêt croisé entre Europe et Portugal sur les questions sociales. Et Pierre Laroutourou, moi je vois en cherchant sur le web des choses que je connaissais déjà, que vous êtes un homme politique engagé sur le versant socialiste, engagé sur le versant Europe Écologie Les Verts. Vous avez défendu la semaine de 4 jours quand Martine Aubry parlait de 35 heures. Vous avez créé Nouvelle Donne. Vous avez publié avec le climatologue Jean Jouzel en 2016 un ouvrage intitulé 1000 milliards pour le climat. Vous avez également publié un ouvrage sur Finance, Climat, Réveillez-vous, qui nous donne, je dirais, la tonalité des thèmes qui vous préoccupent particulièrement. Vous avez été élu au Parlement européen en 2019, 5e sur la liste Envie d'Europe écologique et sociale, regroupant Place publique, Parti socialiste et Nouvelle Donne. Vous êtes membre de la commission du budget et suppléant à la commission emploi et affaires sociales. Et dans tout ça, qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Bonsoir à tous. Merci à Céline, à Olivier, à toute l'équipe pour ce débat. Ce qui est important pour moi, c'est la dignité de tous. C'est le fait de vivre sur une planète équilibrée où chacun et chacune peut avoir une vie digne, correcte. Et je me souviens en 92, comme on dit à Bruxelles, j'étais dans les réseaux de Jacques Delors. Et Jacques Delors disait « Il faut voter oui à Maastricht, même si le texte n'est pas très bon, mais on se remettra au travail juste après sur l'Europe sociale. » C'était en 92, voilà. Et c'était il y a 28 ans, et on ne peut pas dire que depuis 28 ans, il y a eu un énorme progrès social. Il y a un niveau de chômage catastrophique dans tous nos pays, ou un niveau de précarité. Il y a des pays où le chômage officiel est plus faible, mais il y a plein de petits boulots. En Allemagne, il y a plein de choses très bien en Allemagne. Il y a plus de 6 millions, le jour le ministre dit au Bundestag, il y a plus de 6 millions de gens qui ont un boulot à 450 € par mois, 450 € par mois, donc 4 500 000 hommes et femmes, donc c'est le seul revenu lié au travail. Voilà. Donc dans tous nos pays, il y a un niveau avant la crise du Covid, avant la crise économique, il y a un niveau de précarité catastrophique. La question du climat, Angela Merkel a reçu pendant 90 minutes l'autre jour Greta Thunberg et 3 autres jeunes activistes, Adélaïde, Hanouna et Louisa, et elle a rappelé comment, il y a 25 ans, Angela Merkel, la jeune Angela Merkel, avait accueilli le premier sommet sur le climat, la COP numéro 1 à Berlin, et déjà il y a 25 ans, Angela Merkel disait qu'il faut dépasser l'économie sociale de marché, non pas renoncer à la dimension sociale, mais la dépasser pour construire une économie écologique de marché. Déjà, il y a 25 ans, Angela Merkel est contente de montrer que ça fait 25 ans qu'elle dit ça. Et on n'a fait aucun progrès. Et cette année, on voit des feux de forêt partout. Et malgré la crise économique, certains pensent qu'avec la crise économique, les émissions de CO2 ont baissé. Mais c'est faux parce que le dérèglement climatique a pris une telle ampleur que même quand nos économies arrêtent pendant quelques mois de faire du CO2, les feux de forêt le remplacent. Et donc cette année, l'année, je cherche le graphique, mais l'année 2020 va être la pire année depuis 70 ans qu'on mesure les choses précisément. C'est la pire année pour l'évolution du CO2 dans l'atmosphère. Donc, est-ce qu'on est capable, au niveau européen et au niveau de chaque pays, on a du mal à trouver les ressources pour changer le modèle social et pour agir vraiment sur le climat. Nicolas Hulot a démissionné, il voulait 7 milliards chaque année. On lui a dit qu'il n'y a pas d'argent. Donc, moi, mon but, vous l'avez oublié de dire que je suis rapporteur général du budget. Je ne pensais pas être élu, je ne pensais pas être député et je ne pensais pas qu'on me confierait une si belle responsabilité. Je suis le rapporteur général du budget pour l'année prochaine, donc je négocie au nom de tout le Parlement. Et j'ai redit hier, qu'en conscience, je ne pourrai pas voter le prochain budget si on n'a pas 50 milliards de plus pour la justice sociale et pour le climat. Donc là, c'est du non-stop, c'est un rendez-vous toutes les demi-heures, mais c'est comment est-ce que le Parlement, demain, on va voter un texte très ambitieux et on a 1 mois ou 2 mois pour trouver des nouvelles ressources, mettre plus d'argent pour protéger l'emploi, protéger les agriculteurs et créer de nouveaux emplois avec le Green Deal. Donc voilà, on a 2 mois, beaucoup de gens ne le savent pas et je m'arrête, mais une fois tous les 7 ans, il y a plein de think tanks, Sophia et d'autres qui produisent plein d'idées super qui nourrissent la réflexion des décideurs. Et puis, une fois tous les 7 ans, pour de vrai, si on peut changer le cadre économique, financier au niveau européen, on peut dire qu'on va mettre plus d'argent pour accueillir les réfugiés, pour aider les agriculteurs, pour les systèmes de santé. Et ça se joue une fois tous les 7 ans et c'est dans les 2 mois qui viennent. Donc, c'est très important. Si j'ai accepté ce webinaire, je vous remercie encore. Je pense qu'il est important qu'un maximum de citoyens aide les politiques à aller vers beaucoup plus de courage et beaucoup plus de nouveautés. Bon, remerciement effectivement de prendre le temps. J'imagine bien, pour avoir moi-même travaillé longtemps à la Commission européenne, ce rythme des 7 ans, et vous avez raison d'insister qu'il y a effectivement des enjeux moteurs, et particulièrement dans la vie d'un parlementaire européen, c'est bien d'être à Bruxelles et à Strasbourg au moment de cette discussion budgétaire. Et en plus, vous avez la main à travers les discussions en tant que rapporteur sur le budget 2021.
Donc peut-être juste quelques éléments de cadrage de ma part, compte tenu aussi de la diversité des questions qui vont vous être posées. Mais bon, pour bien insister sur le fait que nous allons ici nous centrer dans l'heure qui est encore à notre disposition sur le volet européen. Donc nous aurions pu assurément faire la même chose sur l'ensemble des inégalités sociales au niveau mondial et malheureusement, les exemples ne manquent pas. Le dernier rapport d'Oxfam International est assez intéressant sur le sujet avec des inégalités qui croissent un petit peu partout et on peut penser au Brésil ou à l'Inde ou aux États-Unis. Nous n'allons pas prendre tout l'international, nous le gardons dans notre décor. Nous n'allons pas prendre non plus le franco-français, le national purement national, où là aussi les études ne manquent pas. Comme vous, j'ai lu dans Le Monde les conclusions des économistes français qui montraient qu'avec le coronavirus et la crise sanitaire, on a aggravé les inégalités sociales de façon manifeste et c'est relativement évident, mais c'est très argumenté. Donc, on revient, hélas, à la formule de Francis Blanche, mieux vaut être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Donc, nous gardons le franco-français et la France aussi en tête, mais nous allons vraiment essayer de nous centrer sur l'européen. Et donc, en accord avec Céline et avec vous, nous allons dérouler les choses, je dirais, en plusieurs temps. D'abord, un petit temps d'analyse des inégalités sociales en Europe, parce que vous allez le voir, certains de nos participants voient les inégalités sociales à travers ce qu'ils connaissent, le travail, l'éducation, le logement, la fiscalité. Mais si on doit couvrir le grand champ des inégalités sociales en Europe, de quoi parle-t-on? Quels sont les outils d'analyse qui sont à notre disposition en particulier? Ceci vaut en particulier pour Sofia Fernandez, et quelles sont les réponses politiques globales et quels sont aussi les outils d'analyse dont vous disposez, Pierre Larotoureau, pour nourrir votre réflexion. Et donc, avant l'action, la réflexion. Et puis après, nous nous centrerons sur la réponse européenne avec le plan de relance, sans reprendre tout le plan de relance, mais on est vraiment dans les éléments d'actualité, en respectant le fait que nous avons une série de questions qui nous ont été posées et qui questionnent largement les grands malentendus autour de l'Europe sociale, en se disant un plan de relance, c'est peut-être bien, mais finalement, qu'est-ce que l'Europe peut faire? Et donc, qu'est-ce qu'elle peut, qu'est-ce qu'elle doit faire? Et là, je crois que quelques clarifications de votre part seront les bienvenues pour qu'il n'y ait pas non plus des attentes désespérées d'avoir une réponse européenne là où les sujets sont nationaux ou principalement nationaux. Et puis après, nous continuerons à dérouler les choses avec des questions plus ciblées autour du plan de relance Fonds social européen. Et nous terminerons par quelques questions plutôt orientées sur d'autres éléments de la politique sociale au sens large qui nous interrogent parce qu'on sait qu'il y a peu de compétences au niveau européen, mais elles ne sont pas inexistantes. Et donc, que peut-on faire à travers la santé? Que peut-on faire à travers l'éducation? Que peut-on faire? Et Pierre Larotoureau ne me démentira pas avec la fiscalité, même si la fiscalité est un point dur, je dirais, des consensus pour cause d'unanimité requise. Que faut-il espérer dans le contexte actuel? Et puis, nous laisserons un enregistrement et des remerciements de l'ensemble des participants. Si ceci vous convient, eh bien, nous allons démarrer avec le premier bloc et je rends la parole à Céline pour nous alimenter avec une ou deux questions qui sont, je dirais, des questions un petit peu interrogatives et qui vous montrent aussi la façon dont nos participants s'interrogent. Alors, on a une première question qui est assez large, donc je vais peut-être me contenter de celle-là. Une première question d'une femme qui s'appelle Josiane et qui nous dit: serait-il possible d'avoir des informations sur les salaires minimaux dans les 27 États, les droits au chômage, les cotisations patronales et salariales pour avoir une comparaison possible? Faites une espèce de tableau, de photo à l'instant T voilà, de la situation européenne. Donc, avec ça, je vais laisser 5 minutes la parole à Sofia Fernandez et puis 5 minutes à Pierre Larotoureau pour essayer de nous… C'est un exercice difficile, mais vous êtes des gens très qualifiés pour essayer de nous brosser, je dirais, ce qui vous semble le plus important dans les inégalités sociales et répondre aussi à cette question qui est pertinente en disant, si moi, citoyen de base, je cherche à comparer un peu la situation, et finalement, de quels outils d'analyse est-ce que je dispose? Alors, Sofia Fernandez, vous avez la parole. En plus, on va essayer de tester le fait de faire sortir quelques slides sur notre écran. Tout à fait. Donc, bonsoir à nouveau.
Avant de répondre précisément à la question qui a été posée, je pense qu'il est important de poser quelques éléments de contexte. Ce n'est pas évident de parler de faire un état des lieux des inégalités en Europe en 3-4 minutes, mais j'ai choisi quelques indicateurs en fait, qui peuvent illustrer certaines tendances qui, à mon sens, est important de mettre en avant pour les prendre en considération quand on réfléchit après à ce qui peut être fait au niveau national et au niveau européen. Avant tout, je voudrais partager ce premier graphique que j'ai repris d'un rapport sur les inégalités mondiales de 2008 qui a été réalisé par un ensemble d'économistes, notamment Thomas Piketty. Et donc ce rapport fait un état des lieux des inégalités et présente 7 indicateurs, donc la part des revenus des 10% les plus aisés dans le monde sur le revenu national total. Et on peut voir ici, en fait, avec ce graphique, ce que je veux illustrer, c'est qu'au cours des 40 dernières années, il y a eu une hausse des inégalités, dans la répartition des revenus partout dans le monde. Donc on voit cette tendance à la hausse à l'exception des pays vraiment qui ont déjà un niveau très élevé où c'est resté plutôt stable, peut-être légèrement en baisse, notamment au Moyen-Orient, mais c'est des pays où les écarts l'inégalité de la répartition des revenus est déjà très importante. Mais sinon, on peut voir par exemple la tendance la tendance en Europe et aux États-Unis. On voit qu'en 1980, les 10% les plus aisés représentaient environ 33-35% du revenu total national, et en 2015, en Europe, c'était environ 37% et aux États-Unis, 47%. Donc, on voit qu'il y a cette hausse des inégalités partout dans le monde. Mais il est intéressant aussi de signaler que même si les inégalités ont augmenté partout, en Europe, elles ont quand même augmenté moins fortement que dans d'autres régions du monde, notamment aux États-Unis. Le graphique précédent l'illustrait déjà, mais ici, si on prend dans ce graphique, on peut voir la part des revenus détenus par les 1% les plus aisés et les 50% les moins aisés, et on voit vraiment cette hausse exponentielle aux États-Unis des revenus détenus par les 1% les plus aisés et une baisse des revenus détenus par les 50% les moins aisés. En Europe, la tendance est la même, mais naturellement beaucoup moins prononcée, comme l'illustre ce graphique. Donc, les inégalités augmentent, elles augmentent partout, y compris en Europe, mais en Europe, un peu moins, elles ont augmenté moins rapidement que dans d'autres parties du monde. Ce qui est important aussi de mettre en avant, puisqu'il est intéressant de voir les tendances entre les grandes régions du monde, voir la tendance en Europe, mais il faut aussi signaler qu'il y a de fortes disparités entre les différents pays d'Europe. On voit des inégalités qui sont plus fortes dans certains pays que d'autres. Ici, j'ai repris un graphique, l'indicateur utilisé par Eurostat pour mesurer les inégalités dans la répartition des revenus dans l'Union européenne, la comparaison de la part des revenus détenus par les 20% les plus aisés par rapport aux 20% les moins aisés. La moyenne européenne est autour de 5, donc les plus aisés gagnent environ 5 fois plus que les 20% les moins aisés, mais on voit qu'il y a des différences assez importantes dans les performances nationales, avec des pays qui ont une performance meilleure que la moyenne européenne et d'autres, notamment les pays du Sud et certains pays d'Europe centrale, avec une inégalité dans la répartition des revenus qui est bien au-delà de la moyenne européenne. Et il est important de mettre cela en avant, puisque cela illustre en fait que cette hausse des inégalités, même si c'est une tendance mondiale, il y a quand même, elle repose, elle est causée par des spécificités nationales. Et du coup, en fait, dans les réponses à apporter, il faut naturellement une action européenne, mais une grande part de l'action repose sur ce qui peut être fait au niveau de chaque État membre. Au-delà de cet indicateur relatif à l'inégalité dans la répartition des revenus, j'ai repris aussi cet indicateur qui est utilisé par Eurostat pour illustrer l'inégalité des chances. Donc, c'est la variation des performances des étudiants selon le statut socio-économique de leurs parents. Et on voit que, par exemple, en France, le contexte familial, le milieu socio-économique des parents pèse plus sur la performance, des jeunes étudiants que dans d'autres pays, par exemple en Suède ou en Finlande, ou même dans les pays baltes qui ont une performance meilleure dans ce domaine-là. Donc, il y a la question des inégalités dans la répartition des revenus, mais aussi la question de l'inégalité des chances qui ont un impact différé dans le temps sur les inégalités de revenus. Et donc, il faut combattre aussi ces inégalités des chances.
Avant de venir à cette question du salaire minimum, du coup, aujourd'hui, en fait, on a donc cette réalité et le risque, bien sûr, dans le contexte sanitaire et économique actuel, c'est de voir ces inégalités qui se sont accrues au cours des dernières décennies s'accroître fortement dans le contexte actuel. Oxfam a publié récemment une étude qui met en alerte sur le fait que la crise peut mettre en situation de pauvreté, augmenter le nombre de pauvres dans le monde d'environ 500 millions, dont environ 6 millions dans l'Union européenne. Donc, il y a un risque d'augmentation du taux de pauvreté partout dans le monde, y compris en Europe. On voit le chômage qui augmente malgré les mesures qui ont été mises en place dans les pays en Europe, notamment les mesures de soutien au chômage partiel. Et naturellement, aujourd'hui, tout l'enjeu est de limiter l'impact de la crise économique actuelle, l'impact social de la crise économique actuelle. Pour cela, bien sûr, je disais, comme les pays ont des spécificités nationales différentes, on dit que le chômage augmente partout, c'est une réalité, mais les points de départ n'étaient absolument pas les mêmes. On sait par exemple que le taux de chômage était d'environ 2% l'année dernière en République tchèque, le pays où le taux de chômage est le plus faible, mais 3% en Allemagne ou aux Pays-Bas, et en Grèce, il est de 17%. Donc on a un écart très important entre les différents pays. Au-delà de réalités sociales différentes qu'on peut mesurer par différents indicateurs, on a aussi des politiques, des choix politiques qui sont différents. Si on parle de la lutte contre les inégalités, on sait que la politique fiscale joue un rôle très important. Il est important d'avoir des politiques fiscales progressives, notamment sur l'impôt sur le revenu. Et certains pays en Europe ont encore un impôt à taux unique sur le revenu qui forcément ne contribue pas à la réduction des inégalités. Donc il y a des choix de politique nationale. J'ai donné cet exemple de la fiscalité. Il y aurait d'autres enjeux sur les questions d'éducation, santé, des choix nationaux qui sont différents, des réalités nationales qui sont différentes. Et pour mieux répondre, pour avoir la meilleure réponse à la réalité de chaque pays, bien sûr, il faut des actions au niveau national. Alors bien sûr, est-ce que cela décharge l'Union européenne de toute action? Évidemment, bien sûr que non. Déjà, Olivier l'a dit, effectivement, l'Union européenne a des compétences limitées, que ce soit en matière de santé, éducation, politique d'emploi, sur les questions sociales en général, en matière de fiscalité aussi, mais avoir des compétences limitées ne veut pas dire ne pas avoir de compétences. Elle a quand même, comme elle doit compléter, soutenir l'action et coordonner l'action nationale. Et dans les traités, depuis 1957, depuis le traité de Rome, il est prévu que l'un des objectifs du projet européen est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail de chaque Européen. Et donc, l'Union européenne va remplir cette mission et pour cela, adopter les initiatives nécessaires donc, pour atteindre cet objectif et bien sûr lutter contre les inégalités croissantes en fait partie. Nous verrons, je pense, dans un deuxième temps quels sont les outils dont on dispose au niveau européen. Mais je voudrais juste, avant de passer la parole à Pierre Larouturou, faire un parallélisme avec la gestion de la crise précédente, la crise de la fin des années 2000, la crise financière qui s'est transformée en crise dans la zone euro. À l'époque, on reconnaît aujourd'hui, même si ceux qui ne voulaient pas le voir à l'époque, peuvent le reconnaître aujourd'hui, que la gestion de la crise par les autorités européenne a aggravé les conséquences sociales de cette crise. On sait que l'approche qui a été suivie au niveau européen était une approche qui reposait sur l'austérité, donc réduire les déficits et les dettes publiques des États membres, en particulier de ceux qui avaient demandé une assistance financière à l'Union européenne. Et dans ce contexte, on a vu des pays comme la Grèce, le Portugal, réduire leur salaire. Par exemple, en Grèce, la Troïka avait imposé une baisse du salaire minimum de 20%, un recul des droits sociaux. Et bien sûr, on a vu les conséquences sociales dramatiques que ces initiatives ont eues. Donc aujourd'hui, tout l'enjeu était de garantir qu'au niveau européen, ce qui est mis en place va aider les États membres à surmonter la crise, mais aussi à limiter l'impact social de cette crise pour les citoyens en Europe. Et je pense que nous pourrons parler dans un deuxième temps donc, des initiatives du plan de relance et des différentes initiatives qui ont été déjà mises en place et ce qui peut être encore fait, ce qui pourrait être encore fait au niveau européen. Mais je passe avant cela la parole à Pierre. Merci. Bon, merci Sophia. En tout cas, je retiens que les éléments d'analyse ne manquent pas et les gens peuvent aussi venir à l'Institut Jacques Delors pour en savoir plus. Votre présentation complète, de toute façon, nous prévoirons de pouvoir la diffuser.
Sur le chat, quelqu'un nous demande au passage, est-ce qu'il y a un indicateur du travail précaire? J'imagine que oui. Enfin, on peut devenir plus fin, évidemment, sur différents critères. Excusez-moi juste parce que du coup, un indicateur sur la précarité de l'emploi ou la précarité du travail. Oui, alors je ne l'ai pas là dans ma présentation, mais cela me fait penser qu'il y avait la question au début, poser la question sur les salaires minimums. Donc, je me permets, voilà, j'avais sous la main ce slide, donc je me permets juste de le présenter. Et donc, ici, on voit effectivement les écarts, les réalités sociales sont très diverses. On voit ici les écarts de salaire minimum. L'écart, le salaire minimum le plus faible en Europe est celui de la Bulgarie. Le salaire minimum le plus faible est celui de la Bulgarie, avec moins de 300 €. Le Luxembourg a un salaire minimum presque 7 fois plus élevé, 2 000 €, plus de 2 000 €. Donc, on voit des écarts très importants. On voit aussi des pays qui n'ont pas de salaire minimum. Ils ont des salaires négociés par les partenaires sociaux, par des conventions collectives. Donc, on remarque ici des écarts très importants. Et bien sûr, ces chiffres en soi n'ont pas vraiment de sens puisque les niveaux de prix, le niveau économique de chaque pays est aussi différent. Donc, plus intéressant que comparer les valeurs en euros, c'est de comparer les valeurs en euros, mais en parité de pouvoir d'achat. Et donc ici, on a avec les barres bleues le salaire minimum de chaque pays en parité du pouvoir d'achat. Et on voit que si on compare, si on prend en considération le niveau de vie de chaque pays, les niveaux des prix, les écarts ne sont pas de 1 à 7 entre la Bulgarie et le Luxembourg, sont de 1 à 3, ce qui reste très important. Et naturellement, un des objectifs de l'Union européenne doit être de réduire ces écarts. Et on en parlera plus tard. Il y a actuellement une proposition que la Commission veut mettre sur la table pour avoir un cadre européen commun sur les salaires minimums pour favoriser cette convergence entre les salaires minimums en Europe. Bon, plus vous allez rentrer dans le détail des explications, plus nous aurons des questions, effectivement, sur salaire minimum brut net. Il faut évidemment rendre attentifs nos participants au fait que le diable est parfois dans le détail. La simple notion de précarité peut être interprétée différemment d'un pays à l'autre. Les salaires doivent être corrélés au niveau de vie, etc. Je vais laisser la parole à Pierre Larotouroux sur ces ensembles d'analyses et qu'est-ce qui vous inspire et aussi dans votre vie de parlementaire européen, finalement, quels sont les éléments d'analyse qui sont les plus importants pour vous dans le débat budgétaire chaud actuel? Je voudrais vraiment remercier Sophia pour son intervention qui est en même temps très globale et très concrète. Je serais content de récupérer le PowerPoint, surtout qu'il est vraiment tout à fait intéressant, même si vous avez eu peu de temps. L'essentiel a été dit. Comme Sophia qui a dit que voilà, aux États-Unis, c'est encore pire que chez nous, je commencerai par dire que l'Europe est un endroit qui est envié par beaucoup de gens. Quand on tombe malade, on ne vous demande pas si vous êtes milliardaire ou si vous êtes SDF, vous avez le meilleur chirurgien qui va vous opérer, on ne vous demande pas votre carte bleue quand vous arrivez à l'hôpital. Et nous, ça nous paraît normal. Et on gueule si on a 3 heures d'attente aux urgences parce qu'on dit que les urgences sont mal organisées et manquent de moyens. Mais il y a des millions de gens à travers le monde qui seraient heureux d'être soignés dans ces conditions. Donc, il y a des choses très bien dont l'Europe peut être fière et qui sont globalement à un bon niveau dans tous nos pays. Et puis, il y a des choses qui me foutent en rogne. J'ai une amie qui vit à Mulhouse avec le RSA. Et elle m'explique qu'elle vit au moins depuis 5 ans avec le RSA. Heureusement qu'elle a son fils qui l'héberge. Sinon, peut-être qu'elle serait à la rue. Et elle me dit, mais tu n'imagines pas le stress. À chaque fois que quelqu'un sonne, je me demande si c'est l'huissier, qu'il va m'annoncer une mauvaise nouvelle. La dernière fois que je l'ai vue, il y a 3 ans, je lui ai dit, on prend un café. Et elle hésitait parce qu'elle n'osait pas demander, est-ce que c'est moi qui paye le café ou est-ce que c'est elle? Voilà. Donc, on est quand même, j'ai commencé par dire qu'il y a des choses super en Europe, dans tous nos pays, mais on est quand même à un niveau de pauvreté, de précarité qui est juste indigne. Et quand je vois des SDF, que ce soit à Bruxelles, à Paris ou maintenant même dans mon coin des Pyrénées, on ne voyait pas il y a 10 ans ou 20 ans des gens qui vivent dans une petite voiture, qui n'ont pas d'endroit pour dormir, alors que parfois ils ont un boulot, c'est un niveau de précarité qu'on ne peut pas accepter. Si l'Europe, c'est d'abord une construction pour des raisons, pour des valeurs, c'est au nom de la dignité humaine que Schuman, Adenauer et les autres ont construit l'Europe. On ne peut pas accepter des pays aussi riches avec une balance commerciale. Si on était des crèves de la faim, si on avait raté tout économiquement, on pourrait dire, ben voilà, il n'y a pas d'argent, donc c'est normal qu'il y ait de la pauvreté. Or, on est une des 2 zones économiques les plus riches, avec un excédent commercial fabuleux. Donc, il n'y a aucune raison d'accepter ce niveau d'inégalité, de précarité, au nom de la dignité humaine. Donc, les problèmes, mais Sophia a déjà presque tout dit, c'est la question de l'accès au travail, avec un chômage qui différencie, mais effectivement, des pays où le chômage officiel est bon, mais où il y a une précarité terrible. Il y a peu de pays qui ont réglé cette question vraiment globalement. La question de l'échec scolaire, je crois que, et c'est lié. En France, en tout cas, la première cause d'échec scolaire, c'est la situation de précarité des parents. Ce n'est pas la seule raison, mais quand les parents vivent avec le RSA, se demandent qu'au bout de
3 semaines d'une mission d'intérim, quand est-ce qu'on va retrouver une autre mission d'intérim, ça n'aide pas beaucoup pour l'éducation des enfants et pour la transmission. C'est la question du logement. Peut-être que tous ceux qui sont ici pour parler ce soir, on a un logement correct, mais il y a des gens qui sont dans la rue et puis il y a des gens qui ont un logement indigne. Ils n'ont pas de quoi se chauffer l'hiver, ou ils ont trop chaud l'été, ou on entend le voisin du 5e étage dès qu'il va aux toilettes et tout le monde en profite dans l'immeuble. Et c'est une réalité, c'est pas une invention. Donc il y a encore des problèmes d'accès au logement ou simplement un loyer monstrueux. Des gens qui vivent dans 20 mètres carrés, qui ont 1 heure de transport et qui, l'essentiel de leur salaire, va pour payer ce studio parce qu'ils n'ont pas trouvé de boulot dans le village où ils sont nés. Ils sont allés dans une grande métropole. Et il y a 10 ans, je disais à Berlin, c'est mieux. Il y a 10 ans, je regardais quand même à Berlin, les loyers sont très faibles. Mais en 10 ans, les loyers ont doublé aussi à Berlin. Et maintenant, il y a des manifs aussi à Berlin pour dire qu'on voudrait des loyers accessibles. Sur la question, je vais un peu en vrac sur les questions évoquées par Sophia, c'est comment on évite que la crise économique qu'on vit en ce moment débouche sur des licenciements massifs. Il y a 1 an, en juillet dernier, Ursula von der Leyen, c'est la nouvelle présidente de la Commission européenne, était venue devant notre groupe pour dire, parce qu'elle avait envie qu'on vote pour elle, c'est un peu normal quand on veut être avant le vote du Parlement, et elle nous avait rappelé qu'en 2009, quand il y a eu cette crise économique très grave, elle était ministre du Travail et qu'elle avait mis en place un système qui s'appelle le Kurzarbeit. En gros, c'est travailler moins pour licencier moins. Si une entreprise a 30% de travail en moins, si les commandes s'effondrent, s'il y a 30% de chiffre d'affaires en moins, au lieu de couper 30% des effectifs, de dire que 30% des salariés vont au chômage, en Allemagne, ils ont pris un système très différent. On garde tous les salariés, on baisse le temps de travail de 30%, on baisse les salaires de 30% pour rester compétitif, mais Angela Merkel et les partenaires sociaux et Ursula von der Leyen maintenaient 95% du revenu. Entre ce que vous gardez comme salaire et l'aide du gouvernement et des partenaires sociaux, on gardait 95% du revenu, en tout cas pour les gens qui avaient les salaires les plus faibles. Et ce n'était pas juste 2 ou 3 entreprises qui avaient innové, il y a eu 1 500 000 salariés, 1 500 000 salariés allemands qui ont profité du Kurzarbeit. Et il y a une note du Trésor en France qui dit que la crise économique était 2 fois plus grave, la récession était 2 fois plus grave en Allemagne qu'en France, mais le chômage a augmenté 6 fois moins vite grâce au Kurzarbeit. Et donc Ursula von der Leyen, en juillet, il y a 14 mois, disait « On va sans doute vers une nouvelle crise économique. Aucun de nous n'avait vu venir le virus, mais quand on voyait l'évolution de la dette aux États-Unis ou en Chine, quand on voyait les marchés financiers, on était nombreux comme économistes à dire on va vers une nouvelle crise économique, et même que la crise de 29 était la 2e crise. Donc, et von der Leyen reprenait à son compte cette analyse on va vers une nouvelle crise économique. Et Ursula von der Leyen disait il faut que l'Europe aide chaque État membre à mettre en place ces systèmes de protection de l'emploi. On sait qu'on va se prendre un choc, mais est-ce que le choc amène à une catastrophe sociale ou est-ce que le système de Kurzarbeit est aidé par l'Europe et généralisé? Est-ce que l'Europe aide financièrement? Parce que si l'Allemagne avait pu le faire, Angela Merkel et les partenaires sociaux avaient mis 10 milliards sur la table, 10 milliards d'euros en 2009, c'est parce que l'Allemagne avait fait des provisions. D'abord, c'était essentiellement pour l'industrie. Et l'Allemagne avait fait des provisions parce que, hélas, avec la réforme Hartz qui avait été votée 5 années plus tôt, qui était beaucoup moins bonne, la réforme Hartz, c'est la précarité généralisée, mais l'Allemagne avait fait des économies sur ses dépenses de chômage. Donc, grâce à ces économies de cette mauvaise réforme Hartz, les petits boulots et la précarité généralisée ont coupé les droits des chômeurs, les caisses étaient bien remplies en 2009 pour mettre en place le système de Kurzarbeit. Mais aujourd'hui, vu la gravité de la crise, aucun pays tout seul ne peut mettre en place ce système de façon assez durable. Donc, je me bats comme rapporteur du budget pour qu'on ait des financements avec Nicolas Schmit, le commissaire. Sophia vient de dire qu'il y a une directive qui se prépare sur le salaire minimum. On a un super commissaire européen chargé des affaires sociales qui a fait du très bon travail, qui a été ministre du Travail au Luxembourg, qui est vraiment engagé lui-même contre les engagements contre la pauvreté. Donc, Nicolas Schmit prépare avec l'ensemble de la commission une directive sur le salaire minimum et on réfléchit à comment est-ce que l'Europe peut aider pour éviter que le licenciement, il ne s'agit pas d'interdire les licenciements, mais que le licenciement soit l'exception. Moi, ce que j'aimerais, c'est que le licenciement soit l'exception et que la règle, c'est quand il y a une crise économique, quand une entreprise a 30% de chiffre d'affaires en moins, a priori, on garde tous les salariés, a priori, ils gardent 95% du revenu et l'Europe aide la France, l'Europe aide l'Espagne ou le Portugal ou la Pologne pour financer ces dispositifs. Et on aide aussi les pays à éviter que les chômeurs… Donc, première étape, éviter que les salariés tombent au chômage. Deuxième étape, éviter que les chômeurs tombent dans la pauvreté. C'est aussi ce que Roosevelt avait fait. On pense que ça s'appelle Nouvelle Donne, on s'inspire du New Deal de Roosevelt. Ce que Churchill avait fait, c'est un principe, c'est en période de crise, éviter que les chômeurs tombent en fin de droit. Et là aussi, est-ce qu'on tire les leçons de 2009 ? Je vous rappelle, je crois que c'était à la une du journal Le Monde, début 2010, qu'il y avait 1 million de gens qui allaient tomber en fin de droit. 1 million de gens qui avaient perdu leur boulot en 2008, qui cherchaient du travail,
mais ils n'arrivent pas à en trouver. Au bout de 2 ans, ils n'ont plus droit aux allocations de chômage. Ils ne sont plus comptés comme chômeurs. C'est là qu'on voit les limites des statistiques. C'est 1 million de gens en 1 an qui ne sont plus comptés comme chômeurs, mais qui n'ont pas retrouvé du boulot. Ils tombent un cran plus bas. Et les études disaient qu'il y en avait 600 000 qui ne pouvaient compter que sur la famille pour les aider, parce qu'ils n'avaient même pas droit au RSA, parce que leur conjoint gagne 50 € de trop. Donc priorité, éviter que les salariés tombent au chômage, les salariés, les professions libérales, et puis éviter que les chômeurs tombent dans la pauvreté. Et après ça, relancer massivement des créations d'emplois. Il faut, à mon avis, reparler de la question du temps de travail. Il y a des entreprises en Allemagne, le débat revient sur la semaine de 4 jours. C'est réduire le temps de travail pour éviter les licenciements. Et puis, dans les entreprises qui vont bien, réduire le temps de travail pour créer des emplois. Et là aussi, l'Europe peut aider. Et dernier point, c'est avec le Green Deal, c'est-à-dire l'engagement à tout faire pour gagner la bataille du climat, on pourrait créer 5 millions d'emplois si on doit isoler toutes les maisons dans tous nos pays, si on doit isoler les universités, les écoles, les théâtres, les églises, si on doit faire des transports en commun partout, si on doit aider les agriculteurs à faire du biogaz au lieu d'abîmer la nappe phréatique. Si l'Europe aide financièrement pour tout ça, on peut créer 5 millions d'emplois. Donc, il n'y a aucune fatalité. Le scénario le plus probable, c'est une flambée du chômage, une catastrophe sociale, un cycle de récession, l'arrivée de l'extrême droite dans quelques pays. Et puis, sur le climat, on n'a pas les moyens et on a une catastrophe climatique. Vous avez vu les images en Californie et c'est l'apocalypse dans tous nos pays dans 15 ans. Vu l'inertie du système, c'est hélas un scénario tout à fait probable, mais on peut aussi penser qu'on va se réveiller. Et donc, c'est pour ça que dans les semaines qui viennent, obtenir un budget, comme chaque pays n'arrive pas à trouver ses ressources budgétaires, se battre de façon non violente, mais avec beaucoup d'énergie, se battre au niveau européen pour avoir plus de moyens pour protéger l'emploi, pour créer des nouveaux emplois, pour le climat, pour la recherche, pour la biodiversité, c'est un enjeu fondamental. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est, je le répète, c'est 1 fois tous les 7 ans qu'il y a cette fenêtre. C'est 1 fois tous les 7 ans qu'on négocie le cadre économique, budgétaire et financier. Donc, si on n'y arrive pas maintenant, c'est peut-être qu'évidemment, un président ou une présidente de la République pourrait taper du poing sur la table dans quelques temps. Mais le dialogue normal, la négociation, c'est dans les 2 mois qui viennent qu'on définit le cadre économique et financier des 7 prochaines années. Je ne veux pas être trop long, mais évidemment, on apporte le Parlement demain va avoir un vote historique sur les demandes qu'on fait, très concrètes pour financer, trouver des centaines de milliards sans demander un centime à monsieur et madame tout le monde. Bon, merci Pierre Larrouturou. Je vous laisse dérouler l'ensemble parce qu'effectivement, de l'analyse vient l'action. L'action, vous êtes en plein dedans. Bon, et puis vous répondez aussi par anticipation à certaines des questions qui nous ont été posées. Je vais vous faire revenir dans quelques instants sur le plan de relance et sur l'action. Donc, nous quittons l'analyse, nous sommes dans l'action. Mais avant de reprendre certaines questions de nos participants dirigés sur la relance et le plan de relance, vous faire un petit bloc et je vais laisser la parole à Céline qui vous montre aussi les interrogations de nos auditeurs, je dirais sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est finalement qu'est-ce qu'on peut attendre du niveau européen au niveau social. Vous allez voir, il y a une série de questions, le temps passe, donc vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les questions. On a essayé de vous faire un tir groupé. Vous prendrez l'une ou l'autre qui permet un peu d'éclairer nos auditeurs sur ce qu'on peut attendre de votre travail de recherche ou de votre travail d'action politique. Céline, oui, je te donne le micro. Oui, Olivier, des questions qui vont se situer complètement dans la lignée de ce que vous avez commencé à exposer et à expliquer, Sophia et Pierre. Donc, une question sur comment l'UE peut-elle être plus efficace que les États dans la lutte contre les inégalités. Une deuxième question, c'est pensez-vous qu'une Europe fédérale résoudrait mieux ce problème? Donc ça, c'est plutôt la question du système politique. La compétence sociale étant compétence des États membres, quel dispositif contraignant, en faut-il d'ailleurs, peut-elle mettre en place pour que les enjeux sociaux deviennent une priorité des États membres et de l'Union européenne? Une question autour de vraiment de la compétence, quelque chose qui revient beaucoup dans les questions. Faut-il donner une vraie compétence à la Commission européenne en matière sociale pour renforcer son rôle et son autorité dans ce domaine? Et puis une dernière question d'Isabelle de Vendée. Le combat contre les inégalités sociales exige-t-il forcément un changement radical de notre système, avec une petite précision, système modèle occidental de capitalisme régulé? J'ai une petite question pour Olivier, mais je la poserai après. D'accord, donc vous ne pourrez pas répondre à tout. Là, je vais être un peu plus directif en disant les parlementaires européens sont habitués à la règle des 3 minutes. On va faire ça aussi avec Sophia, c'est-à-dire vous faites une pioche là-dedans, voilà, dans ce qui vous semble le plus pertinent. Moi, je devine que Pierre Larrouturou en particulier
pourrait avoir envie de commenter le niveau de radicalité finalement. Est-ce qu'il faut renverser la table un peu beaucoup passionnément? Mais Sophia, vous avez la parole finalement pour un peu nous éclairer. Fédéral, pas fédéral, compétence, pas de compétence. Finalement, quelle est la direction à suivre? Oui, alors je vais essayer de répondre à deux questions en 1 minute 30 chacune. La question des compétences nationales et quels outils contraignants. Oui, comme on l'a dit, les politiques d'emploi, les politiques sociales sont des compétences nationales, mais cela ne décharge pas l'Union européenne. Elle peut agir et elle le fait. Je dis souvent que depuis la crise dans la zone euro, quand on m'invite à des conférences, il y a une question qui revient toujours, l'Europe sociale existe-t-elle? L'Europe sociale utopie ou réalité? Et donc, je commence toujours par là. L'Europe sociale, elle existe. Elle est insuffisante, mais elle existe. Il y a un acquis social. L'Union européenne dispose d'outils pour agir dans le domaine social. Il y a de la législation européenne, des directives, notamment une directive sur la durée du congé maternité, sur le congé paternité parentale, plus récemment, sur le temps de travail. Donc, il y a tout ce qui est fait au niveau de la législation. Il y a ce qui est fait au niveau de la coordination, des recommandations, du benchmarking. Et là, par exemple, j'aime bien citer une initiative, la garantie jeune. C'est une initiative qui a été lancée suite à la crise dans la zone euro. Tous les États membres se sont engagés à garantir qu'aucun jeune de moins de 25 ans ne reste plus de 4 mois sans offre d'emploi, de stage ou de formation de qualité. Donc, c'est un engagement politique qui doit être mis en place. Cette initiative doit être mise en place au niveau national avec des outils nationaux, mais avec un financement aussi européen. 6 milliards d'euros ont été mis sur la table pour financer cette garantie jeune qui vient d'être renouvelée par la commission actuelle. Et donc, cette garantie jeune, c'est une initiative de coordination, de soutien, qui inclut aussi un volet budgétaire. Et dans le volet budgétaire, on a aussi tout ce qui est le Fonds social européen pour financer notamment des initiatives pour promouvoir l'inclusion sociale, la formation des travailleurs. On a le Fonds européen d'aide aux plus démunis pour apporter une aide alimentaire aux plus démunis. Le Fonds européen d'ajustement aux transitions pour aider à la requalification des travailleurs qui perdent leur emploi dû à des changements du commerce international, donc dû à la mondialisation. On a un nouveau fonds à venir, le fonds pour la transition juste. Donc, il y a des financements, il y a des initiatives au niveau européen qui ont lieu. Mais déjà, elles ne sont pas forcément connues par tous les citoyens. Et en plus, effectivement, elles sont limitées, elles sont insuffisantes. Et aujourd'hui, ce dont on a besoin, ce n'est pas des initiatives à la marge, mais effectivement un changement de paradigme, une volonté. Je pense qu'avec l'arrivée de Jean-Claude Juncker à la présidence de la Commission européenne en 2014, il y a eu quand même un tournant dans la conduite des politiques européennes. Il avait annoncé à l'époque qu'il voulait une Europe sociale AAA. Aujourd'hui, la présidente Ursula von der Leyen semble être sur cette même ligne d'action. En 2017, les États membres ont adopté un socle européen des droits sociaux qui inclut 20 droits et principes dont doivent bénéficier tous les citoyens en Europe. Cela inclut par exemple le droit à l'égalité des chances, le droit à la protection sociale, un système d'éducation de qualité. Alors vous me direz, mais oui, mais ça c'est les États qui peuvent garantir, effectivement. Mais au niveau européen, on va mettre en place des initiatives pour garantir que les États membres sont en mesure d'offrir ça à leurs citoyens. Et donc des initiatives des fois de surveillance, de monitoring des indicateurs, de recommandations. Chaque année, la Commission fait des recommandations aux États membres concernant la conduite de leur politique nationale. Donc elle peut insister sur ce volet social et après les financements européens qui doivent être mis au service de ces objectifs. Et donc ce socle qui a été adopté en 2017, aujourd'hui il a besoin d'être concrétisé en initiatives concrètes. La commission précédente avait déjà commencé à le faire en traduisant par exemple le principe d'égalité homme-femme ou la conciliation vie familiale, vie professionnelle avec une directive sur le congé parental et le congé paternité. Il y a quelques années, on n'avait pas une durée minimale pour le congé paternité en Europe. Aujourd'hui, on peut dire que c'est 10 jours dans chaque pays. Je ne sais pas exactement quelle est la durée du congé paternité dans chaque pays, mais je sais qu'il est d'au moins 10 jours dans chaque pays de l'Union européenne. Donc, il y a des choses qui sont mises en place, mais je ne pense pas que nous puissions aller vers un transfert de compétences très important sur ces questions-là, puisque quand on parle de la protection sociale, enfin des États-providence nationaux, il y a des préférences nationales, des traditions nationales, et on sait qu'il est difficile, et je ne pense pas que ce soit vraiment dans l'intérêt de chaque citoyen, qu'il y ait un transfert de compétences au niveau européen. Mais ceci dit, l'Europe peut et doit faire plus. Il y avait une question, est-ce que l'UE est plus efficace que les États membres pour lutter contre les inégalités? Je ne pense pas qu'elle soit plus efficace, mais elle peut contribuer à renforcer l'efficacité de l'action nationale. Elle peut mettre en place
des initiatives et on l'a vu par exemple quand au début de cette crise sanitaire, quand on a vu l'impact sur l'emploi, le risque de hausse massive du chômage, la Commission a adopté un premier paquet dès le mois d'avril, 500 milliards d'euros, dont 100 milliards d'euros pour une initiative qui s'appelait SURE, initiative pour soutenir les systèmes de chômage partiel des États membres. Alors certains diront oui, c'était des prêts, pas des subventions, mais il n'empêche que le message qui a été donné aux États à ce moment-là, au début de la crise, c'était de dire vous devez protéger les emplois et les travailleurs et nous vous aiderons à le faire. Si vous n'arrivez pas à vous financer sur les marchés, nous vous offrons les conditions, vous aurez une enveloppe financière pour vous aider. Donc cette initiative, bien sûr, on va dire qu'elle va dans la bonne direction, pas du tout dans la même direction de ce qui a été fait il y a 10 ans. Donc l'Europe peut faire beaucoup de choses, et je reprendrai la parole avec plaisir là-dessus, peut faire beaucoup de choses pour compléter l'action des États membres, même si on restera dans ce qui est domaine emploi, affaires sociales, sur des compétences nationales, mais il faut qu'il y ait, l'Union européenne doit promouvoir une convergence, pas une harmonisation entre les pays, mais une convergence vers le haut, puisqu'il est dans ses missions de promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de travail des citoyens en Europe. Bon, merci pour votre illustration et puis aussi les exemples. Bon, après, nos auditeurs, je dirais, feront leur religion, mais que nous soyons effectivement capables de donner des exemples de choses qui se continuent et qui se continuent aussi dans la durée avec des hauts et des bas, mais enfin, y compris un jugement possible sur la commission Juncker qui avait, et je partage votre sentiment, avait été plus ardente sur le volet social qu'auparavant. Donc, c'est une question aussi de verre à moitié plein ou à moitié vide. Mais Pierre Larrouturou, qu'est-ce que vous nous dites de tout ça et quelle question vous semble le plus impertinente ou le plus intéressante? Non, je pense que vu la gravité de la crise sociale, qui fait que des millions de gens souffrent, je rappelle, l'INSERM dit qu'en France, chaque année, 15 000 personnes meurent à cause du chômage. L'INSERM a suivi la population française pendant 7 ans. Elle a fini son étude avant la crise de 2008. Elle dit qu'il y a 15 000 personnes qui meurent. Ils ont enlevé tous les autres facteurs de risque. Voilà. Donc, vu la gravité de la crise et le nombre de gens qui désespèrent, on ne peut pas, tout ce qu'a dit Sophia est juste, mais je pense qu'il faut accélérer. Moi, j'ai fait 11 ans dans le secteur privé avant de faire de la politique. J'étais chez Accenture, Arthur Nessel, on passait longtemps à dire qu'il fallait faire la disruption. Une entreprise devait se réinventer en 3 ou 4 ans. Si une entreprise n'était pas… Voilà, notre phrase type, c'était « c'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé l'ampoule électrique. C'est pas en améliorant un vieux téléphone à fil qu'on a inventé le téléphone mobile. » Voilà. Donc, il y a un moment où, dans le secteur privé, effectivement, on a fait des bonds de géants. En matière de médecine, j'ai une amie qui travaille sur les cancers de l'enfant. En 30 ans, il y a des cancers qui étaient presque toujours mortels il y a 30 ans et maintenant presque toujours les enfants guérissent et ont 60 ans de belle vie devant eux parce que les médecins ont travaillé, ils ne sont pas contentés de faire des trucs à la marge. Donc je pense qu'en matière de politique, il faut qu'on soit capable, quand Schuman et Adenauer ont décidé de faire le charbon et l'acier, le Figaro a titré une décision révolutionnaire. Ça fait des décennies qu'on se tapait dessus, il y avait des millions de morts, des millions de gens qui avaient la haine et en 2 semaines seulement, Schuman et Adenauer décident de mettre ensemble le charbon et l'acier pour que la guerre ne soit plus possible. Voilà. Et ça marche. Il y a des gens qui gueulent des deux côtés. Adenauer n'avait pas prévu les actionnaires, donc les actionnaires apprennent par la presse qu'ils vont être là. Schuman n'avait pas dit la vérité aux gaullistes et aux communistes, donc ils sont furieux. Mais moyennant quoi, ça y est, en 2 semaines, ils ont pris une décision et la guerre n'est plus possible. Et Adenauer dit « ce fut le plus beau jour de ma vie, j'ai vu le ciel s'ouvrir devant moi ». Est-ce qu'on est capable de prendre des décisions qui font qu'il y a des millions de gens qui sont dans le désespoir, qui pensent qu'on va de crise en crise vers une apocalypse, que le mélange de la crise sociale, de la crise climatique, de la crise politique, ça va très mal finir dans les 20 ans qui viennent. Donc tout ce qu'a dit Sophia est juste. L'Europe, on ne part pas de zéro. Il y a déjà plein de choses qu'on nous envie en Inde ou quand vous allez au Burkina, on serait très heureux d'avoir ces filets sociaux. Évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a rien en Europe, mais on n'est pas du tout à la hauteur. Donc le but est, est-ce qu'on va dans les mois qui viennent, on est capable d'inventer mieux. En 2003, avec Jacques Delors, avec José Bové, avec Bronislaw Guérec, avec Michel Rocard, on avait rédigé un traité de l'Europe sociale en disant en matière financière, il y a des critères. Tout le monde connaît les 5 critères de Maastricht. Pas plus de 3% de déficit, pas plus de 60% de dette, une inflation qui correspond, voilà. Et ce n'était pas de la bonne volonté. On a mis en place des critères, on les a fait accepter, il y a eu une convergence et on avait des sanctions pour ceux qui ne respectaient pas ces critères. Globalement, pas toujours, voilà. Et globalement, on a fait un miracle. En 20 ans, on a réussi à tuer l'inflation et à faire naître une monnaie unique parce qu'il y avait des critères et qu'on les faisait respecter. Est-ce que la question sociale est tellement peu importante qu'on se contente de bonnes déclarations? Donc, avec Jacques Delors et José Bové, ce n'était pas évident. Avec Bronislaw Guérec et les syndicats et le président des évêques, on avait des gens très, très différents. On avait proposé, et Romano Prodi nous avait reçus pendant 1 heure, on avait dit, voilà, il y a 5 critères financiers. On veut 5 critères sociaux qui aient la même valeur contraignante. L'Europe doit avancer sur les 2 jambes en même temps.
un critère sur le chômage, un critère sur la pauvreté, un critère sur les questions d'éducation, un critère sur les questions de logement et un critère sur l'aide aux pays du Sud. Voilà. Et Jacques Delors nous avait soutenus et Romano Prodi avait demandé à Giscard de nous recevoir pour que les critères sociaux soient dans la Constitution. Le Giscard n'a pas voulu parce qu'il voulait un consensus avec les Anglais et je le regrette parce que le sommet de Laeken avait demandé à la Convention Giscard d'élaborer plusieurs scénarios pour l'avenir de l'Europe. Et il y avait bien, on était nombreux à dire qu'il faut une Europe beaucoup plus démocratique. Joschka Fischer avait fait un beau discours pour dire qu'il faut élaguer les compétences et mettre en place un système parlementaire. Le système où il faut l'unanimité des 27 ou des 28, c'est monstrueux. Il n'y a aucun groupe humain qui travaille à l'unanimité, même pas une chorale, même pas un club de foot. Déjà, nous, si on est 5 là à se voir, si on devait se mettre d'accord à 5, voilà, il nous faudrait 1 heure pour nous mettre d'accord sur rien que voilà. Donc, l'unanimité, ça tue la démocratie. C'est pour ça que l'Europe avance très lentement et il n'y a rien de sérieux en matière sociale. Donc voilà, c'est un peu dommage que Giscard ait voulu avoir un texte unique pour avoir le feu vert de l'anglais, alors qu'on lui demandait de clarifier les enjeux. Voilà. Mais maintenant, encore une fois, il n'est pas trop tard, puisqu'il est question de modifier les traités. Merkel, Macron ont dit qu'il fallait une refondation de l'Europe, et je pense qu'il est temps de mettre des critères de convergence. Sophia a raison, il ne s'agit pas de dire que Bruxelles va dicter ce qu'on fait en matière de santé ou d'éducation, mais qu'on pousse à converger vers le haut. En Inde, vous avez un système qui est très fédéral. L'Union indienne ne s'occupe que des questions d'armes, de défense, d'armes, voilà. Mais il y a un traité social qui fait que même s'il y avait un gouvernement très, très libéral et très peu social au niveau de l'ensemble de l'Union indienne, le Kerala, qui a une politique de santé ou de logement très ambitieuse, le Kerala pourrait garder sa politique de santé ou de logement ambitieuse. Donc, je pense qu'au niveau européen, il faut mettre des critères contraignants de progrès social, au moins sur ces 5 critères, et puis donner les moyens, échanger, ce que Sophia a dit, on échange des bonnes pratiques, on va voir vraiment au-delà des statistiques, qu'est-ce qui marche pour lutter contre l'échec scolaire ici ou là, qu'est-ce qui marche pour lutter contre les problèmes de logement, et puis on y met des moyens financiers. L'Europe aujourd'hui nous appauvrit. En 2005, il y avait, juste avant le référendum, j'ai parlé de Maastricht en 92, mais en 2005, il y a eu de nouveau en France un référendum, et le dernier débat à la télé, c'était entre José Bové qui votait non et Jacques Delors qui votait oui. Et José, chez Christine Locrène, le dimanche juste avant le référendum. Et José Bové attaque en disant « Je vote non à l'Europe parce qu'elle accélère la concurrence fiscale ». Ça, vous voyez, c'est l'évolution de l'impôt sur les sociétés en Europe. Quand j'étais petit, l'impôt sur les sociétés était à 45%. 45. On est tombé à 20%. Voilà. Alors qu'aux États-Unis, de Roosevelt à Trump, l'impôt était à 38. Je ne sais pas si vous voyez la courbe. C'est quand même incroyable de se dire qu'un pays libéral comme les États-Unis, de Roosevelt à Trump, a un impôt sur les sociétés qui est à 38, et nous, on a divisé par 2. Et donc, José Bové, je reviens au débat à la télé en 2005, José Bové dit « Je vote non parce que cette Europe accélère la concurrence fiscale ». Et Jacques Delors répond « José Bové a raison, c'est le prochain combat à mener. Ceux qui votent oui ou ceux qui votent non, on doit se retrouver pour mettre en place, pour lutter contre la concurrence fiscale qui nous appauvrit tous. Dans le même temps, voilà l'évolution des dividendes. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, voilà l'évolution des dividendes et voilà l'impôt sur les… Voilà. Les seuls qui en profitent, c'est le nombre de milliardaires. La seule chose qui a vraiment augmenté, c'est le nombre de milliardaires. Et je ne caricature pas du tout. Donc, déjà en 2005, José Bové et Jacques Delors disaient qu'il faut créer un impôt européen sur les bénéfices. Donc, elles sont capables d'en parler. Ce ne serait pas un impôt sur les petites entreprises. Dans ce que je propose, les entreprises qui ont 15 salariés ou 20 salariés ne paieraient rien. C'est un impôt qui serait petit, 3 ou 4 ou 5% maximum, 5% maximum, qui pourrait dépendre du bilan carbone. Si les entreprises font des efforts, si leur bilan carbone diminue, on pourrait… Voilà. D'autres idée, c'est la taxe sur les transactions financières. Je ne sais pas ceux qui me suivent sur Twitter, on l'a vu, le jour passé à Ursula von der Leyen. J'ai expliqué devant Madame von der Leyen dans le Parlement que quand j'ai acheté ce téléphone, j'ai payé une TVA à 20%. 20%. J'ai expliqué que même les plus pauvres, j'ai ma boîte de raviolis, je suis au Parlement, j'ai expliqué que même les plus pauvres, quand ils achètent l'alimentation qui est vitale, ils payent une TVA à 5,5%. Dans tous les pays, même les plus pauvres payent 5,5% de TVA. Par contre, ceux qui vont sur les marchés financiers, c'est 0,0. 0,0%. Donc, j'ai rappelé qu'en 2011, la commission Barroso, ce n'est pas l'extrême gauche, la commission Barroso avait proposé une taxe de 0,1% sur les marchés financiers et ça rapporterait chaque année 50 milliards d'euros. 50 milliards d'euros. Avec 50 milliards d'euros, vous pouvez pas mal aider les salariés pour éviter les licenciements, vous pouvez aider les agriculteurs, vous pouvez isoler des millions de maisons et faire des milliers de transports en commun. Et j'ai redit hier dans le Parlement qu'en conscience, je ne pourrais pas voter, je suis rapporteur du budget, je l'ai dit le 23 juillet avec la voix qui tremblait, mais qu'en conscience, je ne pourrais pas voter le prochain budget si on n'a pas trouvé 50 milliards de plus chaque année pour le climat et l'emploi en taxant les marchés financiers. Il ne s'agit pas de tuer les banquiers, mais il s'agit juste de faire payer tout le monde. Même les plus pauvres payent une TVA à 5%. On ne voit pas pourquoi les marchés financiers ne payent pas de TVA. Donc l'Europe,
Il ne s'agit pas que l'Europe aille vers dans toutes les écoles qu'est-ce qu'on fait comme programme scolaire, que l'Europe s'occupe de tous les logements, mais l'Europe doit favoriser, avec des vrais critères, une convergence sociale. Elle doit favoriser l'échange d'expériences. Qu'est-ce qui marche vraiment, et pas seulement dans les bouquins ou dans la bouche des députés, et qu'on mette les moyens financiers. Aucun pays tout seul ne pourra trouver de l'argent pour le climat. Aucun pays tout seul ne pourra trouver assez d'argent pour protéger l'emploi. Et au niveau européen, et comme Olivier me laisse la parole, et encore merci Olivier, un autre débat, j'ai fini dans 30 secondes. Je vais vous la couper bientôt, c'est-à-dire vous avez abusé un petit peu de la règle des 3 minutes. Donc, j'ai fini dans 30 secondes, pardon. J'ai eu le temps de faire cette blague, j'aurais dû parler. Une autre solution qu'on propose au niveau européen, c'est d'utiliser autrement l'argent de la Banque Centrale Européenne. La BCE fait ce qu'on appelle du quantitative easing. En était petit, on appelait ça la planche à billets. La BCE crée beaucoup d'argent pour alimenter l'économie, mais le bilan qu'on fait, qu'on a fait avec Philippe Maystadt, qui était le patron de la BEI, un très grand monsieur, un grand européen, c'est que sur le quantitative easing fait depuis 3 ans, il y a seulement 11% qui va dans l'économie réelle, et l'essentiel va à la spéculation. Voilà. Donc nous, on propose que l'argent de la BCE, au lieu d'aller n'importe où et essentiellement à la spéculation, qu'il aille via la BEI dans une banque du climat et qu'on aide toutes les familles, toutes les écoles à faire des travaux d'isolation, qui est des prêts à taux zéro. Et si vous avez en même temps l'argent de la BCE qui va sur un projet climat et des subventions, si on peut dire, tout à l'heure j'ai un copain qui me dit qu'il aimerait isoler la maison où il habite, mais que c'est 30 000 € pour faire une vraie isolation et qu'il ne pourra jamais payer 30 000 €. Mais si on vous disait que l'Europe va aider, que chacun de nous, que ce soit dans un HLM ou une autre maison, que chaque village qui va isoler ses écoles maternelles ou sa maison de retraite, la moitié de la facture sera payée par l'Europe parce qu'on aura une taxe sur les transactions financières, ça va muscler l'économie, ça va permettre à tout le monde de gagner du pouvoir d'achat. Si on isole sa maison, on gagne au moins 800 € chaque année sur les dépenses de chauffage. Et là, je pense que l'Europe sera utile et que les gens se diront « purée, cette Europe, elle est utile ». Et pas seulement Schuman et Adenauer, mais l'Europe est utile encore aujourd'hui. Bon, vous êtes un homme passionné, Pierre Laroturu. Je vous laisse dérouler bien au-delà des 3 minutes. Donc merci Olivier. Je ne suis pas le gardien du temps puisqu'on a 1h15 à notre disposition, mais tout de même, je vais recentrer un peu les choses en disant à Céline que nous allons du coup laisser de côté la question d'Elena. Je me charge de lui faire une réponse sur la bulle européenne que j'ai pratiquée pendant 30 ans et lui donner un point de vue d'ancien fonctionnaire européen. Et nous allons relancer nos 2 intervenants, mais s'il vous plaît, de manière plus brève, sinon nous allons le faire au détriment des dernières questions. Pour vous redonner la parole sur le plan de relance, mais là on a 2-3 questions qui sont assez ciblées, qui vont nous encourager à aller un petit peu plus loin sur le Fonds social européen, qui est tout de même un des grands outils, qu'est-ce qu'on peut en faire, et aussi de ne pas oublier la politique régionale. Moi j'ai travaillé à la politique régionale, je sais aussi qu'on peut faire de la politique sociale à travers la politique régionale, et que tout de même c'est un des gros moteurs européens. Et donc peut-être Céline, les questions de Jean-Marc, de Francis et de Christine pour nos 2 interlocuteurs. On va également les regrouper et puis vous en faire un paquet cadeau en vous laissant un petit choix. Donc la question de Jean-Marc, elle porte sur le FSE. Le FSE contribue-t-il suffisamment à réduire les inégalités sociales et surtout sera-t-il correctement doté dans le prochain budget? Donc complètement une question d'actualité, comme vous l'avez rappelé, Monsieur Laroturu. Question de Francis, quelles sont les mesures pratiques prises en faveur des publics les plus fragiles et notamment les jeunes en recherche d'emploi? Alors, Sophia, vous avez un petit peu évoqué la garantie jeune, mais peut-être qu'il y a d'autres éléments que vous pouvez développer. Et une question de Christine, quel projet l'Europe développe-t-elle ou développera-t-elle pour réduire les inégalités territoriales entre l'Ouest et l'Est et le Nord et le Sud? Bon, et comme on est dans une grande complexité, c'est la question finalement des arbitrages, parce qu'on avait encore une autre question qui est excellente, qui est de dire est-ce que le Green Deal ne va pas être très green et très peu social? Et donc en final, on est tous là pour dire qu'on veut du social, de l'écologie, du régional, mais dans tous ces grands arbitrages, qui vont être les gagnants et qui vont être les perdants? Alors choisissez un petit peu, je donne la parole à Sophia. Vous prenez un peu les sujets qui vous semblent les plus importants et qui n'ont pas encore été couverts de façon à ne pas les oublier. Très bien. Concernant la question des jeunes, effectivement, j'ai mentionné la garantie jeune et j'attire l'attention de la participante qui a posé cette question sur la proposition de la commission de juillet dernier qui s'appelle Pont vers l'emploi et donc qui présente des nouvelles initiatives pour soutenir l'emploi des jeunes. C'est une des priorités de la commission, donc il y avait un ensemble d'initiatives dont la principale était cette garantie jeune.
Sur le FSE, est-ce qu'il est suffisant? Non, puisque de toute façon, le budget européen en soi est clairement insuffisant. Pierre l'a mentionné. Le budget européen est très limité, environ 1 000 milliards d'euros sur 7 ans. On aurait besoin de nouvelles ressources pour avoir un budget européen plus conséquent. Si on veut faire plus de choses ensemble, il faut plus de moyens financiers. On ne peut pas faire de miracle. Donc le FSE, bien sûr, c'est un outil bienvenu. Aujourd'hui, dans le prochain cadre financier pluriannuel, le FSE s'appellera FSE+, et inclura le FSE comme on le connaît aujourd'hui avec des fonds, notamment le Fonds pour l'innovation sociale et l'emploi, donc un ensemble de fonds dans le domaine social, un peu comme Erasmus+, qui a, il y a 7 ans, rassemblé un ensemble de fonds dans le domaine de la mobilité. Ce fonds social européen, la Commission avait proposé qu'il soit doté d'environ 100 milliards d'euros sur 7 ans. Et on peut regretter que le Conseil européen, dans son accord de juillet dernier, mais Pierre pourra revenir là-dessus, puisque bien sûr vous connaissez mieux les chiffres que moi, mais l'enveloppe du FSE a été diminuée d'environ 10% par rapport à la proposition de la Commission. Donc forcément, on peut regretter que dans le contexte actuel, ce soit les dépenses sociales qui soient, notamment les dépenses sociales, mais aussi les dépenses de recherche, entre autres dépenses qui sont sacrifiées. C'est le cas pour le FSE, mais aussi pour le Fonds pour la transition juste que je mentionnais, qui a vu son enveloppe réduite par le Conseil par rapport à la proposition de la Commission. Donc maintenant, on compte pour que ces enveloppes soient revues à la hausse, mais ce n'est pas gagné. Horizon 2000 et Erasmus+ ne sont pas non plus les super gagnants. Voilà, exactement. Donc, le programme UE pour la recherche a aussi eu son enveloppe diminuée. Donc, effectivement, ce sont des évolutions qui sont regrettables. Et voilà, ce n'est pas encore fini. Le Parlement a son mot à dire. Donc, on va voir ce qui découle des négociations entre le Conseil et le Parlement. Sur la question du Green Deal, c'est une question sur laquelle on travaille depuis quelques années à l'Institut, sur la transition verte en soi, mais en particulier sur la dimension sociale. On a publié un rapport sur cette question en 2017. Jacques Delors a aussi publié une tribune il y a 2 ans pour demander à ce que la transition écologique soit une transition juste. Et c'est effectivement une question très importante pour nous. Cette transition verte, elle est effectivement impérative. On doit accélérer les initiatives pour réussir cette transition, mettre en œuvre cette transition. Mais effectivement, cette transition, elle a un impact, elle a des conséquences, notamment pour les travailleurs. Certains emplois qui existent aujourd'hui vont être en vocation à être détruits, à disparaître, d'autres vont être transformés, mais aussi de nombreux nouveaux emplois vont être créés. Et le défi aujourd'hui, c'est d'accompagner ceux qu'on peut appeler les perdants de cette transition, les accompagner notamment dans leur requalification professionnelle, faire en sorte que les travailleurs soient dotés des compétences nécessaires pour les nouveaux emplois, et notamment les jeunes. Aujourd'hui, souvent, on me dit, oui, la transition verte, il y a des nouveaux emplois qui sont créés, mais ces emplois ne sont pas forcément connus. Donc, un jeune ne va pas forcément choisir un emploi qu'il ne connaît pas, donc choisir une voie professionnelle qui n'est pas très connue. Donc, il y a vraiment un défi là-dessus de mettre en avant les compétences pour les emplois, ce qu'on appelle les emplois verts. Et donc, il y a aussi un enjeu, par exemple, lié à l'emploi, il y a la question des emplois qui sont créés et détruits, mais aussi la qualité des emplois qui sont créés, notamment en termes de santé et sécurité au travail, en termes de salaire. Donc, il y a différents enjeux et notamment avec son Green Deal, la Commission donc, a proposé son fonds pour les transitions justes qui vise à accompagner les régions où il y aura, qui souffriront le plus, notamment les régions charbonnières, les régions qui souffriront le plus par les restructurations liées à cette transition verte, notamment en termes de perte d'emploi. Donc, on voit que la Commission y prête attention. Je soulignerai aussi que le volet social de cette transition écologique ne concerne pas uniquement les travailleurs. Il y a aussi un enjeu santé, un enjeu de réduction de la précarité énergétique. Aujourd'hui, il y a environ 50 millions de familles en Europe qui souffrent de la précarité énergétique, qui ont du mal à se chauffer, ne peuvent pas payer leurs factures de chauffage. Et du coup, il faut que la transition soit aussi une opportunité pour sortir de la précarité énergétique, ces personnes qui y sont aujourd'hui. Et ça ne va pas de soi, parce qu'on voit que pour financer cette transition verte, dans certains pays, je pense par exemple au Portugal, on finance le développement des énergies renouvelables avec une taxe sur l'électricité, donc une taxe qui est payée par tous.
et naturellement qui va peser plus sur le revenu des ménages les plus modestes. Donc la transition écologique peut indirectement, et puis on a vu aussi tout le débat en France avec les gilets jaunes, donc cette transition verte peut avoir un impact négatif plus important sur les familles, les ménages les plus modestes. Donc il faut des mesures d'accompagnement, il faut, Pierre parlait de la rénovation des bâtiments, la Commission doit présenter le mois prochain une grande initiative qui s'appelle Renovation Wave en anglais, donc je pense la vague rénovation en français, je ne sais pas si c'est la traduction officielle. Donc un grand projet de rénovation des bâtiments. Il est important que dans ce projet, dans cette initiative, une attention particulière soit accordée aux logements sociaux, à la rénovation énergétique des logements sociaux pour améliorer leur efficacité énergétique, aussi que les aides qui sont disponibles pour améliorer l'efficacité énergétique, isoler les maisons, soient accordées en priorité aux ménages les plus modeste. Et puis après, le volet consommateur aussi, où la transition énergétique, pour qu'elle soit réussie, elle implique que chacun d'entre nous, en tant que consommateur, soit aussi un acteur de cette transition. On doit tous changer notre comportement en termes de consommation. On peut aussi être des prosommateurs, c'est-à-dire produire aussi notre propre énergie avec des panneaux solaires notamment. Donc, ça implique différentes dimensions et c'est, je pense, une question importante qui est déjà traitée au niveau européen en partie, mais on ne cesse de la mettre en avant. Et je me permets de mentionner un webinaire que nous organisons mardi prochain avec notamment le commissaire Nicolas Schmit et Laurent Berger, président de la CES, donc sur cette question, comment garantir une relance verte et juste. Bon, parfait. Merci CES, Confédération européenne des syndicats, en effet. Et merci pour l'ensemble de la couverture. Bon, le temps va nous manquer, donc Pierre Laroturo, vous êtes vraiment condamné aux 3 minutes. Qu'est-ce qui n'a pas été dit et qu'est-ce qui est dans le cœur de votre action demain? Quelle va être l'urgence pour vous? Je soutiens à 100% tout ce que vient de dire Sophia. Je rajouterai sur le fait qu'effectivement le FSE a été coupé, qu'on a coupé 19 milliards dans la recherche sur les 7 prochaines années. Et sur le fonds de transition juste, la Commission européenne, c'est très intéressant, le 14 janvier, a dit que si on voulait vraiment réussir le Green Deal, si on veut isoler toutes les maisons, si on veut faire des transports en commun, si on veut transformer l'agriculture, si on veut diviser par 2 nos émissions de CO2 d'ici 10 ans, c'est ça l'objectif, il faut 600 milliards chaque année, public et privé. Le chiffre donné par la Commission européenne, ce n'est pas un député tout seul ou Greenpeace ou un climatologue. La Commission dit qu'il faut 600 milliards chaque année dès 2021. Et là, pour le moment, il y a ce qui est clair, ce qui est concret, ce qui est pour de vrai, c'est le fonds de transition juste avec 17 milliards sur 7 ans. Donc, je ne suis pas très doué en maths, mais 17 milliards divisé par 7 ans, ça ne fait même pas 3 milliards par an. Donc, la Commission nous dit qu'il faudrait 600 milliards chaque année et pour le moment, il y a 3 milliards. Voilà. C'est une honte, pour être clair. J'ai eu un ami qui est climatologue et qui me dit c'est pire que tout. Au moins, Donald Trump, il dit j'en ai rien à foutre, donc j'en ai rien à foutre. C'est dramatique, mais il y a une certaine cohérence. Tandis que l'Europe, depuis un an, dit le climat, c'est notre priorité. Von der Leyen a fait un discours magnifique. J'étais à Madrid au sommet climat quand Mme von der Leyen a parlé. Le monde entier, tous ceux qui s'intéressent au climat sont dit purée, c'est génial. L'Europe va faire la preuve, grandeur nature, qu'on peut créer des emplois, vivre bien et sauver le climat. Et au bout d'un an de réflexion, on a peut-être 3 milliards par an. Donc, c'est juste ridicule. Donc, en conscience, on va vers une catastrophe si l'Europe, après avoir promis que c'était sa priorité, ne se donne pas les moyens financiers. La bonne nouvelle, c'est encouragement à chacun à suivre le débat demain pour voir un petit peu si la discussion fait bouger les choses. Sur la question de la dimension sociale, si encore une minute, c'est une évidence que ça dépend de qui le finance. Si on a les gilets jaunes, si on demande un effort, il y a 30% des Français qui sont dans le rouge tous les mois, qui se font appeler par la banque parce qu'ils sont dans le rouge. Si on leur demande de payer 10 € de plus pour leur essence, ils vont gueuler, surtout s'il n'y a pas des transports en commun. Dans mon coin des Pyrénées, ceux qui ont du boulot, ils prennent la voiture parce qu'il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas d'Internet haut débit pour travailler à distance. Donc, si on n'a pas d'abord mis en place des transports en commun ou inventé des voitures qui consomment beaucoup moins, ou l'Internet haut débit, ou les trois, commencer par augmenter le prix de l'essence, s'il n'y a pas un chèque vert pour compenser, c'est suicidaire. Donc voilà le qui paye. C'est pour ça qu'on veut des ressources européennes, la taxe de transaction financière, un impôt sur les grandes entreprises, une taxe carbone aux frontières. Tout ça, ça rapporte de l'argent et qu'on puisse aider. À Grenoble, j'ai vu un monsieur qui dit qu'il habite dans ce HLM depuis 15 ans. Il dit depuis 3 ans, on a isolé mon HLM. C'est beaucoup plus confortable. J'ai moins froid l'hiver. J'ai moins chaud l'été et je gagne 800 € chaque année sur mes dépenses de chauffage. Ce n'est pas un expert qui vous dit ça, c'est un monsieur de la vie normale, d'une famille modeste qui dit « je gagne 800 € chaque année sur mes dépenses de chauffage ». Donc, la dimension sociale, on a créé du boulot, c'est bon pour la planète, c'est bon pour le confort de la famille. Il gagne 800 € chaque année pour son pouvoir d'achat. On a créé un emploi dans le bâtiment. Et simplement, le maire de Grenoble et le président de la communauté de communes nous disent qu'il nous faudrait des financements européens et on pourrait aller 10 fois plus vite, créer 10 fois plus
d'emplois et qu'il y a 10 fois plus de familles qui gagnent du pouvoir d'achat. Donc, c'est pour ça que, je le répète, le combat, le budget, on n'est pas très nombreux en commission des budgets parce que les gens croient que les trucs budgétaires, c'est pénible pour être poli devant des jeunes femmes et que c'est très compliqué. En fait, c'est assez simple. C'est une question politique. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si on veut aider les entreprises pour garder les salariés au lieu de les foutre au chômage, si on veut aider, si on veut isoler les maisons, si on veut faire des transports en commun, il faut des financements et des financements pérennes. On a dit bravo à Merkel et Macron pour le plan d'urgence, mais s'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a plus d'argent dans 4 ans, on va tous retomber en récession. S'il y a beaucoup d'argent pendant 3 ans, mais que dans 4 ans, dans chaque pays, on remet en place des règles classiques de gestion des déficits et qu'il n'y a plus d'argent au niveau européen, on est sûr qu'on va tomber en récession. Et pour le Green Deal, vous ne créez aucune dynamique dans les transports en commun si les gens savent qu'il n'y a plus d'argent dans 4 ans. Pour faire une ligne de tramway, il faut se mettre d'accord à 5 ou 6 villes, se mettre d'accord sur le tracé, organiser la première réunion qui est dans 6 mois, se mettre d'accord sur le tracé. Puis si on est d'accord sur le tracé, lancer un bon de commande pour avoir les… Et si on sait qu'il n'y a plus d'argent dans 4 ans, c'est zéro. Donc, ou bien on a des financements pérennes, et c'est pour ça qu'on se bat. Encore une fois, quand Roosevelt, et je m'arrête là, l'exemple que j'ai pris devant Madame von der Leyen, quand Kennedy dit « We choose to go to the moon », le discours de Kennedy « On va aller sur la Lune », ce n'est pas du pipeau. Le budget de la NASA est multiplié par 15. Le budget de la NASA est multiplié par 15 pour gagner la Lune et créer 300 000 emplois. Quand Roosevelt arrive, il dit « Je veux créer des millions d'emplois », il va tripler le budget fédéral. Ce n'est pas plus 0,02% à la ligne 8 de la ligne 9. Roosevelt va tripler le budget fédéral. Au début, il accepte la dette, mais il veut un budget équilibré. Il crée un impôt sur les milliards, sur les plus riches. Il crée un impôt fédéral sur les bénéfices. Et s'il n'y avait pas eu Pearl Harbor, au bout de 6 ans, il arrivait à l'équilibre budgétaire. Donc nous, le Parlement européen, on va se battre pour qu'on ait plus de ressources sans énerver les gilets jaunes, sans demander un effort aux citoyens normaux, sans demander un effort aux budgets nationaux, en disant on peut demander un effort au marché financier, on peut stopper la concurrence fiscale. Et ça se joue dans les 2 mois qui viennent. Et les parlementaires, les députés on va essayer de faire le job, mais c'est bien si on a tous les citoyens qui nous aident. Il faut faire pression de façon positive, de façon fraternelle, de façon non violente, mais il faut une pression très ferme pour que Merkel, Macron, Rutte acceptent ces ressources nouvelles. Donc tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous pouvez diffuser nos vidéos, vous pouvez nous aider. On n'est pas tous députés, ça peut arriver à n'importe qui, je suis la preuve, mais par contre, chaque citoyen peut nous aider. Derrière moi, j'ai une photo de Václav Havel. Le mur de Berlin, il est tombé, pas parce que les grands chefs avaient décidé, mais parce que des citoyens s'étaient mis en mouvement. Et là, si on veut faire bouger les choses, on a besoin vraiment que chacun et chacune se dise « Ok, je prends du temps, je vais sur le site de tel ou tel député, je vais sur son compte Twitter, je relaye ses vidéos, ses argumentaires pour que Merkel et Macron sentent qu'il y a une pression des citoyens. » Bon, nous sommes, je dirais, merci pour ce plaidoyer. Donc, Merci. Nous sommes vraiment sur les éléments de conclusion. Je pense qu'à ce stade, on va simplement vous dire qu'il y avait encore d'autres questions qui étaient autour de l'éducation, autour de la santé, autour de la fiscalité. Sauf si nos 2 intervenants nous disent qu'ils ont encore le temps de traiter encore une dernière question. Hélas, non. J'avais même dit que j'allais essayer de raccourcir ce que je n'ai pas fait parce que le débat était Donc, logiquement, c'est effectivement le temps de la conclusion et Désolé. des remerciements mutuels, remerciements Céline pour la co-animation, remerciements à nos 2 intervenants, enregistrement disponible, excuses auprès des participants pour les questions qui sont restées en suspens et encouragement à nous revoir prochainement. Céline, le dernier mot si tu veux. Non, merci beaucoup à vous 2 et on a bien entendu le message sur la nécessaire implication des citoyens dans cette phase cruciale de négociation budgétaire. On peut gagner. Bonne soirée. Bien. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci encore.